Je vais maintenant vous donner une idée de comment on amène l'équipement du laboratoire et on peut maintenant l'apporter sur le terrain, comment ceci peut être très utile. C'est pour ça que maintenant, je vais vous montrer ici en bas comment le corps répond aux contraintes qui sont imposées pour que maintenant on puisse évaluer la direction du travail. Bien, j'aime toujours vous donner une image mise à jour en indiquant comment la température du globe est en train de changer et de monter. Comme vous le voyez, il y a ici ce qui s'est passé en novembre 2021 vis-à-vis de ce qui s'est passé 140 ans auparavant. On peut voir ici très clairement, surtout ici dans le nord de l'Amérique, ce qui s'est passé. On a dépassé ce qui était normal. Et si maintenant on regarde à la moyenne, une année après l'autre, on est en train de voir cette augmentation par-dessus 1 degré centigrade depuis 1950. Il y a cette question de maintenant, cette restriction qui va avoir maintenant un problème pour les humains et aussi nos travail. C'est pour ça, comme on regarde le travail de John Foster et sa dissertation doctorale, ici à l'ACAD, il a essayé d'identifier quelles étaient maintenant les contraintes qui étaient placées sur le corps humain. Par exemple, si on voit la personne qui marche dans le laboratoire et on a ici les effets de solaire et il y a aussi le travail physique qui réduit au moment que le climat, quand la température est en train d'augmenter. On a donc, si on regarde maintenant, ce qu'on fait maintenant, c'est beaucoup moins de ce qu'on faisait auparavant, c'est-à-dire qu'on fait seulement 20%. La raison pour laquelle maintenant on travaille moins d'un niveau physique, c'est à cause de notre interaction qu'on est en train de mitiger les restrictions thermiques. Je pourrais aller davantage en détail, mais l'idée ici est que on est en mesure de dissiper notre température de plusieurs façons. On le fait par exemple en suant. On le fait aussi en augmentant le pouls cardiaque de façon telle qu'on distribue toute la chaleur du corps un peu partout et donc à travers la peau, on perd cette chaleur. Or, on a aussi maintenant un compromis car plus la température augmente en dehors, le moins on a cette possibilité de dissiper la chaleur qu'on produit. Il y a aussi des autres facteurs. Il y a aussi, par exemple, le genre d'habit qu'on est en train de porter. Ça aussi, bien sûr, ça comporte des altérations de comment on va dissiper la température qu'on produit. Si maintenant, on ne fait rien, on se retrouve avec des problèmes thermiques quand on voit cette augmentation. Il y a maintenant le fait qu'on est en train d'augmenter le pouls. Et ceci, maintenant, on va avoir ce corps qui bat plus vite, qui par la suite descend, ce qui fait descendre la pression sanguine. En outre, on a aussi le problème de déshydratation, du fait qu'on est en train toujours de suer tout le temps. Après quoi, on va avoir cette perte de liquide. Si maintenant on ne continue pas à avoir des liquides, à ce moment-là, on se retrouve avec la question des habits qu'on a quand on est exposé à ce genre de problème. Nous, on est préoccupé par le fait qu'on a ces complications
On peut utiliser des pilules pour… On a aussi plusieurs contextes, mais on a aussi quelque chose d'autre. C'est-à-dire, on a une espèce de thermomètre qui maintenant peut être placé dans plusieurs endroits et aussi pour étudier la question de la température dans le corps. On peut aussi regarder à la pression de la température sur la personne au moment pour voir s'il y a des senseurs. Et on utilise des senseurs pour le flux de la chaleur qui maintenant est envoyé dans tout l'environnement. Il y a des thermomètres comme ça qu'on peut placer, qui sont disponibles. Regardons maintenant aussi au cœur et au battement du cœur. On peut regarder, on le fait à travers de l'autre équipement, le Holter ou des autres genres d'équipements qui sont placés et puis qu'on garde autour du cœur. Il y a aussi des formes de PPG qui permettent aussi d'utiliser le flash du portable qu'on peut utiliser. En outre, on peut regarder aussi l'électrocardiogramme sur une période de temps. On veut aussi regarder à la pression artérielle qui, bien sûr, change tout le temps. Et il y a aussi un manuel traditionnel. En outre, il n'y a pas que ça. On peut aussi regarder à de l'équipement qui n'use pas nécessairement rien que la pression, mais on regarde à la tendance, la pression, où elle va en général et comment, en fonction du temps. En outre, on peut aussi regarder à la sueur. C'est des bandages qui sont utilisés, qui sont placés sur des tubules qui se remplissent d'eau. Ça signifie qu'on est en train de suer. Et ça, c'est placé sur la peau. Et on a donc des capsules qui ventilent de façon mécanique pour maintenant contrecarrer la sueur. Et aussi la perte de fluide. Là, on regarde combien on perd et combien on amène de fluide dans le corps. En outre, on a aussi des bandes qu'on utilise pour analyser l'urine avec plusieurs réagents qui sont placés sur cette petite bande. Et on les a développés pour qu'on puisse les lire sur des lecteurs automatisés lors de notre interaction. Finalement, il y a la dernière endroit qui doit encore être bien compris. Mais maintenant, si vous trouvez avec ce genre de problème dans le corps où il y a une nécrose des vaisseaux sanguins, vous avez vraiment un problème très sérieux. La raison pour laquelle je vous montre cette diapo, c'est pour vous donner une idée complète de ce qu'on peut faire, de tout le secteur industriel qui s'occupe de plusieurs produits pour s'occuper de la question. Comme vous le voyez, il y a des systèmes qui ont été intégrés. Ils sont maintenant, ils ne font pas qu'une seule chose. On les a mis ensemble pour mesurer plusieurs choses en même temps. Récemment, il y avait ce document qui a été publié au Japon où on place, comme vous le voyez, le PPG, le thermomètre, des senseurs, un senseur aussi pour l'humidité, mais qui est maintenant contrôlé par des algorithmes qui appartiennent à la compagnie qui a produit ce produit. Voici donc la plateforme, et cette plateforme est maintenant reliée au cloud, qui permet maintenant d'utiliser le tout partout. Et voici maintenant, par exemple, des données ici, des données qui viennent de quelqu'un quelque part sur le terrain. On se retrouve donc qu'on a des données, bien beaucoup de données, trop de données parfois, pour vérifier ce qui se passe.
Et parfois, on n'arrive pas à comprendre toutes les données. Par exemple, si on devrait arrêter quelqu'un de travailler ou leur demander de ne pas faire certaines choses plutôt que d'autres, on ne sait pas quand on devrait maintenant arrêter le travail. L'idée ici maintenant est que on devrait essayer de prédire le problème auquel la personne pourrait être exposée avec des index thermiques comme ceux qui ont été indiqués par le docteur Forster dans son travail pour la thèse. C'est pour ça qu'on essaie maintenant d'intégrer une grande partie de cet équipement. On a donc besoin de certaines données pour pouvoir prédire ce qui se passe. Par exemple, des caractéristiques physiques, l'exercice qu'on fait, l'environnement autour de nous, là où on se trouve, et bien sûr, les habits. C'est quelque chose qui a été fait par l'Institut hollandais pour l'étude thermique. Et on a essayé d'évaluer ces index thermiques. Et ça, c'est quelque chose qui est intégré dans le climat, qui est le meilleur des projets sur cette question. Si vous êtes intéressé à la question, le lien est juste là, vous le voyez en bas à droite. En outre, on est en train de développer, comme vous l'avez entendu, une unité qui permet maintenant de regarder à ce qui se passe en direct dans le corps de la personne, enfin, pour comprendre ce qui se passe dans le corps de la personne en direct, en fonction des données. J'ai donc parlé de comment on peut regarder à la question en direct et maintenant intervenir directement sur la personne. Mais il y a une préoccupation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prépare les gens au travail dans le cadre de ces conditions? Par exemple, comment est-ce qu'on va voir si la personne maintenant va avoir des problèmes ou non? Voici des données qui viennent d'une mine de l'Afrique du Sud. Et si maintenant on regarde à la barre en blanc, ça, ce sont des personnes autochtones sans aucune expérience d'activité dans les mines. Et leur risque est bien plus haut par rapport aux autres personnes. Voici un rapport qui vient du CRC. On se retrouve avec ces problèmes, contraintes au travail et on se retrouve avec un haut taux de décès. Un grand partie de ces décès, il y en a ici 14, 11 sur 14, étaient des personnes qui n'étaient pas acclimatisées à ce genre de chaleur dans les mines. Si maintenant on regarde aux chiffres qui viennent du monde militaire, si les gens ne sont pas acclimatisés à la température, on sait qu'il y a cette augmentation de risque, c'est la ligne en rouge lors des premiers jours, alors qu'on les envoie quelque part. Ils risquent d'avoir des problèmes bien plus graves que les autres personnes. C'est pour ça que quand maintenant on veut préparer les gens à la chaleur et travailler dans la chaleur, une des meilleures choses pour faire, c'est maintenant les acclimatiser. Pour vous donner une idée, c'est une période de 2 semaines lors desquelles on va faire le travail en conditions de température élevée pour maintenant nous assurer que l'exposition ne va pas conduire à des problèmes. C'est pour ça. Et quand on regarde à ces 14 journées, c'est pour qu'on ait maintenant cette acclimatisation de la personne. Matt et Boris, qui travaillent dans le secteur militaire, dans le monde de la physiologie, ils ont essayé de regarder à quels étaient les marqueurs qu'on pouvait utiliser pour mieux comprendre la question et qui pourraient maintenant ne pas exiger trop de ressources. Je vous le dis très rapidement et ça coûte cher, hein. Donc c'est pour ça que la température c'est bon, mais il y a la question de la sueur. Il y a aussi le confort thermique
Et c'est important. Le problème, c'est que ça ne va pas vous dire comment on répond aux pressions. Il y a aussi la capacité d'exercice. Ça aussi, ce n'est pas bon, parce que ça ne marche pas tout le temps. Ça marche, mais pas tout le temps. Le volume du plasma, ça aussi, ça ne marche pas très bien. Donc, on se retrouve avec le taux de sueur, le taux des battements du cœur. Le battement du cœur et la sueur. Et maintenant, combien de sueur on perd? Si on regarde maintenant aux personnes qui sont encore en train d'acclimatiser, quand on est avant et après ce travail, on remarque que sur le temps, le battement de cœur descend. Si maintenant on regarde aussi à la sueur, et si on l'exprime en fonction des 60 minutes, un exercice de 60 minutes, et si on regarde cet environnement, ce qu'on remarque, c'est qu'on peut voir, qu'on voit une accélération de la sueur, et on devrait avoir quelque chose qui marque bien cet index. Comme vous le voyez, c'est la sueur qui est ajustée au travail. Et si maintenant on regarde cette année-ci et au problème de la COVID-19, si maintenant on regarde au modèle du fait qu'on intègre une grande partie de ces facteurs et on commence à les changer l'un après l'autre, et ce n'est pas nécessairement des fois des conditions où on a moins de chaleur, mais on veut voir si on peut envoyer la personne et faire si qu'elle puisse faire du travail pour voir que là où on active les problèmes reliés à la chaleur. Ce n'est pas donc une question d'être partiellement ou totalement climatisé à la chaleur, mais il faut aussi vous dire que ça, c'est vraiment un système pour ranger les gens et leur attribuer un rang. Ça, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est peut-être lié à un travail. Ici, on essaie de voir qui est la personne qui est plus à risque et moins à risque pour avoir une meilleure idée de qui doit être maintenant surveillé et comment lors du travail. Regardons à mon temps, je pense que je devrais m'arrêter ici, c'est ma diapo finale. Il y a pas mal aussi d'habits qu'on peut utiliser. Pensez à quels habits sont les meilleurs pour toi et comment on peut les utiliser, comment ça peut aussi interférer avec le travail même, car il y a des choses dont on n'a pas besoin ou des choses qu'on ne sait pas. Il y a aussi l'idée de où vont ces renseignements pour mieux les interpréter. On a pas mal de travail à faire de ce côté, mais il faut aussi voir ce qui est vraiment pertinent quand on veut avoir une idée de ce qui doit être surveillé. Ici, il faut avoir une approche où on va collaborer pour voir quelles sont les limites des scénarios qu'on propose et donner aussi un contexte sur comment on peut identifier les personnes qui sont à haut risque et les autres qui sont à bas risque. Ayant dit cela, je voulais maintenant remercier mes collaborateurs qui sont là. Ils sont là ici, présents, et aussi ils sont loin physiquement, géographiquement.